La République En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Bonsoir Yann Brossat. Bonsoir. Vous êtes élu parisien, tête de liste du PC, du Parti communiste aux élections européennes. Aurore Bergé, le président de la République appelle au dialogue avec qui ? Écoutez, il y a un mouvement qui existe. Alors en effet, il est difficile d'identifier à la fois des leaders de ce mouvement et parfois même des sujets communs parce qu'en fonction des villes où on va, même au sein des villes, on voit bien qu'on a des mouvements qui sont extrêmement divers. Ce qui est certain, c'est qu'il faut appeler au calme et que le calme ne peut se rétablir que justement par le dialogue. On voit un engrenage qui est assez dangereux. Moi, j'ai vu par exemple aujourd'hui certains de mes collègues députés où on les a menacés à leur domicile puisqu'il y a leurs adresses personnelles qui circulent et on appelle à aller les menacer, alors je cite, chez eux et menacer non seulement les députés mais leur famille. Donc à un moment, il faut aussi appeler très sérieusement au calme. Bloquer le pays n'est jamais une solution. Elle ne l'était pas plus hier quand des syndicats appelaient à des blocages qu'elle ne le serait aujourd'hui avec des mouvements dits citoyens. Et avoir des menaces de ce genre à l'encontre des personnes et des menaces physiques est intolérable. Yann Brossat, ce qu'on entend depuis un peu plus de 24 heures maintenant du côté du gouvernement et de la majorité, c'est pardon pour le mot, c'est la chienlit, il faut que ça s'arrête. Non, mais je crois que... Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ce mouvement dérive? Je ne le crois pas. Et puis très sincèrement, j'ai entendu Christophe Castaner expliquer ce matin qu'il redoutait une radicalisation de ce mouvement. Je peux vous dire que si je vivais avec 800, 900 euros par mois, je me radicaliserais sans doute aussi. Et donc je pense qu'il y a surtout une très grande colère dans notre pays, qui est une colère qui porte sur une question, qui est la question du pouvoir d'achat et l'inquiétude pour des tas de classes moyennes qui ont le sentiment aujourd'hui de dégringoler. Et si le gouvernement fait la sourde oreille, si le gouvernement se contente d'écouter sans jamais tenir compte de ce qui est dit par ces hommes et ces femmes-là, à ce moment-là, la situation, de mon point de vue, deviendra effectivement extrêmement dangereuse. Les gens n'en peuvent plus et leur colère, elle est directement liée à des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Le gouvernement n'était pas obligé d'augmenter la CSG, d'augmenter le prix des carburants, d'augmenter le prix du tabac, d'augmenter le prix des mutuelles, avec du coup beaucoup de familles qui sont dans des situations extrêmement compliquées. J'ai encore en tête ce que me disait une femme que j'ai rencontrée à Saint-Amand-les-Eaux et qui était gilet jaune, qui me disait « Je ne sais même pas si je pourrais acheter un cadeau de Noël à ma fille. Combien de temps on va pouvoir continuer comme ça ?» Aurore Bergé. Il y a plusieurs choses. Est-ce que les gens ont le droit d'être en colère? Évidemment oui. Est-ce que pour autant, tous les moyens d'action et toutes les méthodes sont acceptables? Évidemment que non. Et moi, ce qui me gêne dans les propos que j'entends, même si je partage le risque et le sentiment d'un certain nombre de personnes de dégringoler, je les reçois dans ma permanence, on voit tous au quotidien des gens qui, soit en effet ont du mal à boucler leur fin de mois, soit ont peur d'avoir du mal à boucler leur fin de mois, et on doit répondre à ces gens-là. Et c'est ce qu'on fait. Quand on augmente le minimum vieillesse, qu'on augmente l'allocation adulte handicapé, qu'on augmente les frais de garde pour les familles monoparentales. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est cette volonté d'animer cette colère, d'alimenter cette colère, de se dire que finalement l'insurrection c'est pas grave, de faire tomber un gouvernement c'est pas grave. La démocratie, c'est pas de faire tomber un gouvernement par la rue, c'est pas de prendre comme ça le pouvoir de cette manière-là. Moi je veux un pays où on peut à la fois réussir à dialoguer, ce qui est parfois difficile avec certains de ces mouvements-là, dialoguer aussi, nous, en démocratie, en tant qu'élus, et se respecter en ayant des convictions différentes, mais certainement pas avec des méthodes violentes. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Parce que c'est vrai que là, les revendications... Bon, bien sûr, il y a le pouvoir d'achat, mais on entend aussi énormément il faut que Macron s'en aille. C'est ça, les nouvelles revendications, maintenant? Soyons sérieux. Qu'est-ce qui entretient la colère qui, aujourd'hui, accourt? Ce ne sont pas tel ou tel parti politique. Ce ne sont pas les oppositions. Elle n'a pas besoin des oppositions, cette colère, pour s'exprimer dans la rue. Ce qui suscite la colère, c'est un sentiment profond d'injustice sociale. Enfin, quand même, quand on voit la multiplication des cadeaux qui ont été faits aux plus riches, quand on voit que vous avez supprimé l'impôt sur la fortune, alors que vous avez demandé aux plus fragiles, aux petites familles de la classe moyenne qui ont simplement envie de travailler, de vivre de leur travail. Quand on voit que ces gens-là ont des difficultés supplémentaires, vous savez, les chiffres, ils sont têtus. Depuis un an, ce sont les familles modestes qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser. Les 20% des familles les plus pauvres de France ont vu leur pouvoir d'achat baisser, alors que les familles les plus riches, les 1% les plus riches, eux, ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Donc, à un moment donné, les gens, ils en ont marre. Et après tout, ils ont quand même le droit d'exprimer cette colère. Et c'est justement ce qui est en train de se passer. Aurore Bergé. Moi, à un moment, il faut assumer, en effet, de tenir un discours qui est un discours de vérité. Est-ce que c'est facile de demander des efforts aux Français? Non, c'est pas facile. Mais est-ce qu'à un moment, on doit être un minimum cohérent? Vous êtes candidat, il me semble, aux élections européennes.
vous allez probablement avoir un projet sur les questions écologiques. On ne peut pas être le lundi écolo et puis le mardi devenir populiste en disant qu'on ne doit surtout rien faire sur les questions écologiques. On ne peut pas le mercredi nous dire à l'Assemblée nationale « Attention, il faut réduire la dépense publique et réduire la dette » parce que c'est un enjeu de ne pas transmettre la dette de génération en génération. Et puis le jeudi nous dire « Allez-y, dépensez et dépensez à tout va ». Nous, on tient un discours qui est cohérent et qui n'est pas un discours facile. C'est plus facile d'être dans votre rôle qui est de dire « Soyez en colère, allez dans la rue, faites tomber le gouvernement sans proposer derrière d'alternatives ». Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les syndicats... Non, mais je voudrais quand même répondre à ça. D'un mot et après on enchaîne sur la suite. Je ne vous permets pas de dire que vous êtes écolo et que les autres ne le seraient pas. Si vous êtes écolo, soyez-le jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que vous ne taxez pas le kérosène? Pourquoi est-ce que la caissière qui a besoin de sa voiture pour aller travailler, elle a son carburant qui est taxé, alors que l'homme d'affaires qui fait le tour du monde 3 fois par an avec son avion, lui, son kérosène n'est pas taxé? Pourquoi est-ce que l'écologie avec vous, à chaque fois, ça consiste à taper dans le portefeuille des plus modestes? À qui voulez-vous faire croire que vous êtes écolo alors que vous avez, par exemple, supprimé le crédit d'impôt qui permet de changer ses fenêtres? Vous l'avez supprimé, il y a eu des amendements, y compris d'ailleurs de députés de votre groupe qui visaient à le rétablir et vous l'avez supprimé. Donc à un moment donné, non, l'écologie... Est-ce qu'on supprime oui ou non la taxe carbone? Oui ou non, est-ce qu'on la supprime? Mais moi je vous le dis, je ne suis pas favorable à l'augmentation de la taxe sur les carburants. Je ne suis pas favorable à ça. En revanche, je suis favorable à une baisse. Je suis favorable à ce qu'on baisse la TVA sur les transports en commun. Je suis favorable à ce qu'on arrête de supprimer des lignes de train. Ça c'est de l'écologie. La suite du mouvement, s'il vous plaît. Les syndicats doivent-ils entrer dans la danse? La CGT, par exemple, dit « Nous, on fait une proposition, grande grève, grande manifestation le 1er décembre ». Force ouvrière aussi veut entrer dans le jeu. On a entendu la CFDT dès ce week-end. Laurent Berger qui a fait une proposition de faire un grand Grenelle autour de la transition écologique. C'est ça la solution pour la suite? Bruce Toussaint, le rôle des partis politiques. Moi, je représente un parti politique, le Parti communiste en l'occurrence. Ça n'est pas de donner des conseils ni aux syndicats, ni aux Gilets jaunes. Le rôle des partis politiques... Non, le rôle des partis politiques, c'est de faire des propositions pour sortir de cette situation de crise. Je viens de le faire en évoquant la question de la taxe sur le kérosène. Je viens de le faire en évoquant la question des lignes de train. Notre rôle à nous, ça n'est pas de se substituer à un mouvement social qui d'ailleurs échappe très largement aux partis politiques et ne souhaite pas être récupéré par les partis. D'ailleurs, quelque part, bon, sans être cynique, ça vous arrange bien. Parce que il n'y a pas d'interlocuteur, donc c'est plus facile de... Moi, ça m'arrange pas qu'il y ait des Français qui soient bloqués. Moi, ça m'arrange pas qu'il y ait des raffineries qui soient bloquées. Moi, ça m'arrange pas qu'il y ait des gens qui aient été menacés. Moi, ça m'arrange pas qu'il y ait une escalade potentielle de violence avec de fait, et on l'a vu, et on l'a largement vu sur les images, à la fois des gestes et des propos racistes, homophobes et antisémites. Moi, ça m'arrange pas qu'il y ait ce climat-là dans ce pays. Vous savez, on a été élus notamment dans une promesse qui est extraordinairement importante, qui est d'arriver à réconcilier. Moi, j'ai pas envie d'opposer la personne dont vous parlez, qui est cette caissière de supermarché qui a du mal à boucler ses fins de mois, avec la personne qui est cadre. J'ai pas envie d'opposer ceux qui sont urbains et ceux qui sont ruraux, parce que c'est ensemble qu'on réussira ou c'est ensemble qu'on échouera. Et il faut qu'on embarque tout le monde dans cette transformation. Mais il y a une question presque, j'allais dire, immédiate concernant ce mouvement, c'est la sécurité. On a appris en fin de journée la mort d'un motard de 37 ans qui avait été grièvement blessé après une collision avec une camionnette. Ça s'était passé dans la Drôme hier matin. C'était une camionnette qui manœuvrait pour éviter un barrage de gilets jaunes. Ce motard a percuté la camionnette. Il a été grièvement blessé et il en est mort. Alors Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, attribue lui directement ce décès au mouvement. C'est plus compliqué selon les gilets jaunes de Valence. Écoutez. Il y a une des investigations qui sont en cours, mais il a été tué sur un accident provoqué par un barrage sur un camion qui essayait de se détourner. Voilà, il a été tué en raison d'un point de blocage. Le chauffeur du petit camion, il a tout simplement franchi cette nuit blanche et il n'a pas vu dans son rétroviseur qu'un motard était en train de doubler. Et donc le motard est venu percuter ce petit camion. Et en aucun cas, c'est à mettre sur le compte des Gilets jaunes. Bon, voilà les deux versions évidemment de ce drame. Enfin, ce motard est mort. Il avait 37 ans. Il est peut-être temps de structurer ce mouvement, encore une fois, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. 528 blessés tout au long du week-end. D'abord, le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on puisse manifester dans ce pays, exprimer sa colère dans ce pays, sans avoir à craindre pour sa sécurité. Le droit de manifester, si c'est encadré, le droit de manifester est un droit constitutionnel. Mais quand même, personne ne peut imaginer qu'on se sortira de cette situation par des mesures d'ordre public. On a aujourd'hui besoin de signaux politiques. Or, le président de la République prend la parole
aujourd'hui et il dit tout simplement « j'assume ma politique et je vais continuer comme ça ». Ce qu'on attend maintenant du gouvernement, c'est qu'il renonce à cette taxe sur les carburants, qu'il renonce à ces mesures qui vont casser le pouvoir d'achat des familles modestes et qu'il permette enfin aux gens de vivre correctement de leur travail. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'envisage même pas de supprimer cette taxe sur les carburants, alors même que tout le monde voit que c'est injuste socialement et que ça n'est pas une bonne réponse aux enjeux environnementaux? Aurore Berger. Tout simplement parce qu'on n'est pas des lâches. Et parce que Le être courage, lâche, c'est d'humilier les gens comme ça? Non, attendez, laissez-moi finir, je vous ai pas interrompu. Être lâche, c'est de se défausser en permanence. C'est de se dire, ça n'a pas été fait avant, donc on ne le fera pas non plus. Ou on va attendre que nos successeurs le fassent. Être lâche, c'est parce qu'il y a un mouvement de colère, peut-être même d'incompréhension, se dire on renonce aux questions écologiques et on les balaye. Et on s'en fiche, c'est pas grave. Tout ça parce que quoi? Parce qu'on a peur demain d'être battu dans les urnes ou parce qu'on a peur de l'impopularité? Non, moi j'ai pas été élu pour être lâche et je pense pas que le président de la République l'ait été. Aurore Berger, vous avez quand même une drôle de définition du courage. Depuis quand le courage? C'est d'assumer ce pourquoi on a été élu. C'est d'assumer J'en l'impopularité, tout simplement, et d'avancer sur un cap clair. Depuis quand, Aurore Berger,